Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 16 avril, soyez les bienvenus dans ce journal dont voici les titres. Le prince Albert II était à l'ambassade de Monaco à Paris cet après-midi. Il y a décoré le ministre des Armées français Sébastien Lecornu et l'entrepreneur Xavier Niel de l'ordre de Saint-Charles au grade de chevalier pour les services rendus à la principauté. C'est l'équivalent de la Légion d'honneur en France. Vous entendrez la fierté de Xavier Niel à l'issue de cet événement. À l'occasion de la Journée mondiale de la recherche italienne, le musée océanographique accueillait hier le professeur Riccardo Valentini. Il est membre du GIEC, lauréat du prix Nobel de la paix 2007, spécialiste du climat et a proposé à ses titres une conférence en présence du prince et d'un panel d'invités. Nous étions sur place. Vous avez forcément entendu parler de cette fusée de la société Blue Origin, emportant avec elle 6 célèbres femmes américaines, dont la chanteuse Katy Perry. Elle a été tirée il y a 3 jours au Texas, aux États-Unis. C'est ce qu'on appelle du tourisme spatial, une pratique qui tente de s'imposer. Qu'en pensez-vous? Nous vous avons posé la question et nous recevrons un spécialiste pour discuter des multiples questions que cela soulève. Le journaliste Guillaume Langin sera avec nous dans quelques instants. La fête de Pâques approche à grands pas, pourtant les œufs sont déjà là. Malgré l'inflation, la crise du cacao et le manque de récolte, le chocolat séduit toujours. Quelle est la recette de cet éternel succès? Comment sont fabriquées vos pièces préférées? Quelles sont les tendances cette année? Quentin Francis Guigneux, le chef chocolatier de la manufacture Ducasse, sera notre deuxième invité et nous emmènera dans ses coulisses. Et puis nous parlerons de mode pour terminer ce JT. Nouvel épisode de Ceux qui font Monaco sera consacré ce soir au Society Club. Prenons la direction de Paris pour débuter ce JT. L'ambassade de Monaco en France recevait aujourd'hui le prince Albert II. Le souverain y a remis une médaille au ministre des Armées français Sébastien Lecornu et à l'homme d'affaires aux multiples casquettes Xavier Niel, qui est également actionnaire majoritaire de notre réseau national Monaco Télécom. Ils ont été élevés au grade de chevalier dans l'ordre de Saint-Charles, l'équivalent de la Légion d'honneur en France, pour récompenser les services rendus à l'État et au prince. Écoutez la fierté de Xavier Niel peu après la remise de sa médaille. Il s'exprimait au micro de Justin Hadel. Très honoré de recevoir cette décoration de Monseigneur. Voilà, je fais tout ce qu'on fait depuis plus de 10 ans à Monaco, essayer de développer les télécoms et puis au-delà de Monaco, d'aider cette société à grandir à Chypre, à Malte et puis on espère ailleurs, et donc de créer un empire des télécoms au départ de Monaco. Bon, ça serait présomptueux de ma part de vous dire que c'est mérité, mais c'est une énorme fierté de renforcer ce lien que je peux avoir avec Monaco et puis le plaisir que j'ai toujours d'y aller avec un intérêt professionnel et aussi un intérêt personnel. À l'occasion de la Journée internationale de la recherche italienne, la principauté accueille l'un de ses plus grands ambassadeurs, le professeur Riccardo Valentini, scientifique reconnu mondialement pour ses travaux sur le climat, membre du GIEC et lauréat du prix Nobel de la paix en 2007. Il a donné une importante conférence hier soir au musée océanographique en présence du prince souverain et de nombreuses autres personnalités. Les détails de Vanessa Dessy sur les images d'Alexandra Marangoni. Il incarne cette Italie qui innove, explore et alerte. À l'heure où la planète réclame des réponses urgentes, Riccardo Valentini, prix Nobel 2007 pour ses activités au sein du GIEC, rappelle combien la recherche doit sortir des laboratoires pour toucher les consciences. Que noi scienziati siamo molto bravi con I numeri, con gli scenari, con la matematica, no? Ma sono argomenti che poi non riescono a coinvolgere le persone, a creare interesse e anche a cambiare i modi di vita delle persone, per cui la situazione oggi climatica e in generale del nostro pianeta non è molto positiva, quindi abbiamo bisogno delle persone che comincino anche a vivere in questo pianeta piccolo in modo migliore, rispettando la natura e la sostenibilità. Quindi la scienza ha bisogno di parlare anche in forma più semplice e quindi le conferenze pubbliche sono importanti anche per parlare con le persone, fargli capire questi problemi che sono importanti, trovare anche delle soluzioni insieme. L'autre combat du professeur se joue sur le terrain de la relève, car si la science avance, c'est aussi grâce aux jeunes chercheurs. Curieux, engagés, ouverts sur le monde, ils représentent une force vive essentielle. Le message qu'ils souhaitent véhiculer à l'occasion de cette journée, dédiée au rayonnement de la recherche italienne, est simple. Vorrei oggi parlare chiaramente della situazione in cui ci troviamo, però guardare con ottimismo, perché io penso sempre che la scienza ha sempre delle soluzioni, e questo è vero. Se noi pensiamo al progresso di oggi viviamo l'aspettativa di vita, insomma, no? Lo sappiamo benissimo, in Europa è molto alta per fortuna, e grazie alla scienza. Quindi quando qualcuno mette in gioco la scienza o dice no, queste cose non sono vere, eccetera, in realtà diciamo la realtà dei fatti è questa: oggi viviamo fino a 83 anni, aspettative di vita,
in Italia sicuramente, e grazie al fatto che anche la scienza ha avuto ragione, insomma, quindi qui ai ragazzi voglio dire questo: la scienza è qualcosa di molto importante, qualcosa di reale, di concreto, che ci aiuta a vivere a lungo, che ci aiuta a portare avanti la nostra umanità, e quindi siccome i ragazzi sono più interessati al futuro che al passato, questo è un messaggio importante, perché loro devono costruire il futuro, sono loro che hanno le chiavi del futuro. Dans une époque traversée par l'urgence climatique et la désinformation, la voix des chercheurs est plus précieuse que jamais. Le prochain sujet nous emmène tout droit dans l'espace. Vous avez peut-être suivi le lancement de la fusée New Shepard, opérée par la société Blue Origin, propriété du milliardaire américain Jeff Bezos. C'était il y a 3 jours depuis le Texas aux États-Unis. 6 femmes célèbres ont effectué un vol de 10 minutes à bord de la capsule, dont la chanteuse Katy Perry. L'événement a été très médiatisé, on en a beaucoup parlé. Alors nous nous sommes demandé ce que vous en pensiez. Est-ce que vous auriez aimé partir vous aussi dans l'espace? Vanessa Dessy vous a posé la question. Voici vos réponses. Pas du tout. Tu sais, avec ma philosophie, je trouve qu'aujourd'hui, avec notre environnement, c'est inimaginable qu'on ait encore, que l'humain pense à ça. Je veux dire, il n'y a pas d'autres préoccupations premières. Non. Pourquoi? Je sais pas. Autant rester sur Terre. Je vais dans l'espace tous les soirs. Comme tout le monde. On rêve. Non. Parce que ça me... aucune envie, j'y vais suffisamment en avion. Bon, la différence était, mais quand je sais pas, on a essayé le Concorde, on n'était pas loin. Sauf qu'on n'était pas en apesanteur. Un jour, ouais, pourquoi pas. Ça serait avec plaisir, avec tout ce qui se passe. Les progrès scientifiques, tout ça, ouais. Si c'est accessible, ça peut être incroyable. Du tout. Non. Je préfère rester les pieds sur Terre. Pas plus que ça. Si c'est pour faire 10 minutes avec Katy Perry, là, dernièrement, en voyage, désolé, non. Pas pour gaspiller et polluer comme ça a été le cas. Non, ça m'attire pas du tout. La grandeur... Non, non. Je préfère aller au fond de l'eau que dans l'espace. Ah oui. Oui, dans l'espace, oui. Pourquoi? Je sais pas. C'est rêve d'enfance. Non, pas vraiment. Je suis bien sur la Terre. Je suis bien sur la terre ferme. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on est bien sur la Terre. Hein. Bon, l'espace, ça fait toujours rêver, mais moi non, personnellement non. Waouh, oui, bien sûr. Bien sûr, c'est un rêve. Depuis tout petit garçon, c'est magique. En plus, on pense tout de suite en ce moment à Thomas Pesquet, tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'on a pu voir grâce à lui. Donc oui, bien sûr, bien sûr. On part quand? Et pour évoquer les questions que soulève l'essor de ces fusées commerciales, nous sommes avec un spécialiste du sujet. Bonsoir Guillaume Langin. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Monaco Info. Vous êtes journaliste au magazine Ciel et Espace. Quand vous avez vu ces stars américaines décoller pendant 10 minutes dans l'espace avec cette capsule de Blue Origin, quelle est la première chose à laquelle vous avez pensé? Bon, écoutez, c'était un vol qui a été très médiatisé par les personnes qui étaient à bord, hein, Katy Perry et Gayle King notamment, qui sont très connus aux États-Unis et en Angleterre. Pour le reste, c'était un vol un petit peu de routine, hein. Cette fusée New Shepard est déjà éprouvée, elle a transporté beaucoup de passagers, donc un vol comme les autres, un train qui est parti à l'heure. Alors en tant que journaliste, quelles questions vous vous posez quand vous voyez se développer ce qu'on appelle désormais le tourisme spatial? Comment un journaliste de Ciel et Espace analyse ce nouveau sujet? On le suit avec intérêt, on le regarde avec la réserve qu'il convient de conserver sur ces sujets-là. Il y a beaucoup d'effets d'annonce, notamment les entreprises mettent en avant la démocratisation de l'espace, l'espace pour tous, tout le monde peut devenir astronaute. C'est vrai qu'il y a un nombre croissant de personnes qui gagnent l'espace, c'est-à-dire qui franchissent symboliquement la ligne des 100 km d'altitude, hein, qui est par définition celle qu'on donne au commencement de l'espace. Après, l'espace n'est pas encore pour tous, ça reste une activité pour un petit nombre restreint de personnes qui peuvent s'offrir le billet, qui ont les moyens de le faire. Il y a également une grande différence entre ces vols suborbitaux, qui sont des vols, comme vous l'avez dit, d'une dizaine de minutes, et finalement un peu des sauts de puce comparés aux échelles du système solaire. Une grande différence avec les missions plus institutionnelles de la NASA, notamment de l'ESA et de la Chine, à bord des stations spatiales, où là, les astronautes de métier
partent pendant plusieurs mois en orbite terrestre et sont des personnes qualifiées, entraînées et qui doivent avoir les capacités de prendre le contrôle des vaisseaux en cas de défaillance. Là, on a des simples passagers. C'est littéralement du tourisme spatial. Voilà, et alors parmi les problèmes évoqués concernant le tourisme spatial, justement, il y a bien sûr celui de l'environnement. Pour autant, l'entreprise Blue Origin de Jeff Bezos affirme que ces fusées sont moins polluantes que d'autres parce qu'elles ne rejettent, je cite, que de la vapeur d'eau sans aucune émission de carbone. Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors non, c'est pas aussi simple que ça dépend effectivement de quelle fusée on parle. Blue Origin a peut-être effectivement des moteurs qui fonctionnent à l'hydrogène et à l'oxygène liquide, qui quand vous les combinez ensemble vont dégager de la vapeur d'eau, hein. C'est également le cas du corps central de la fusée Ariane 6 européenne. Pour cette fusée-là, il me semble néanmoins que c'était polluant, ce sont d'autres carburants qui, eux, vont avoir un fort impact carbone en termes de gaz à effet de serre par passager. Alors, effectivement, c'est déplorable par passager. Maintenant, si vous regardez la photo plus globale, parce qu'il n'y a que une poignée de vols pour l'instant par année, l'impact total reste négligeable, mais effectivement, la symbolique environnementale est affectée. Katy Perry et consorts ont eu un fort impact carbone par personne lorsqu'elles ont pris part à ce vol. Alors vous parliez précédemment de la médiatisation. Est-ce que vous diriez que le spatial devient un sujet politique? On parle souvent de course à l'espace. Quand c'est pas Blue Origin, c'est la société SpaceX du très controversé Elon Musk qui mise tout sur le secteur. Quel message il faut entendre? Oui, vous avez raison, l'espace, et surtout l'espace habité, hein, lorsqu'on envoie des astronautes et des humains dans l'espace, est éminemment politique. C'est même la motivation principale, c'est un outil de soft power, de montrer qu'on a les capacités pour envoyer des astronautes séjourner le plus ou moins loin, hein, quand la NASA, les États-Unis ont marché sur la Lune les premiers, c'était un message fort de suprématie. On est encore dans cet héritage-là. Maintenant, effectivement, aussi du côté des privés, des sociétés privées, qui vont se targuer d'avoir les capacités de le faire en étant moins pieds et poings liés avec le complexe militaro-industriel institutionnel des États. Donc en bref, le tourisme spatial, c'est plus un formidable progrès ou une source d'inquiétude pour vous, vous diriez? Ça envoie des messages très contradictoires, hein, finalement. Vous voyez, on a une contradiction présente là sur ce vol suborbital, qui est à la fois de saluer le courage des passagères, hein. Ça a été présenté comme le premier vol 100% féminin dans l'espace, avec des femmes courageuses qui ont pris place à bord de la fusée. Sous-entendant que c'est quand même une entreprise encore dangereuse de le faire et que le risque d'explosion est quand même non négligeable. Ça, c'est en contradiction avec le fait de vouloir dire l'espace se démocratise, il est disponible pour tous. Il le sera lorsque les vols seront vraiment qualifiés pour être 100% sûrs et qu'on montera en fusée comme on monte dans un avion aujourd'hui. Donc ça reste quand même un sujet expérimental, on va dire ça comme ça. Ce sera donc votre conclusion. Merci beaucoup Guillaume Langin, journaliste à Ciel et Espace, d'avoir répondu à toutes nos questions sur ce sujet qui prend de plus en plus de place dans l'actualité et dans l'espace, et les débats surtout. Merci à vous. Merci à vous. Allez, on va continuer de parler environnement avec cette information. La Fondation Prince Albert II, la Direction de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, Monaco Télécom ainsi que Terrae ont renouvelé en fin de matinée aujourd'hui leur partenariat. Ils visent, je le rappelle, à travailler en faveur d'une éducation à l'alimentation durable dans les écoles de la Principauté. Écoutez justement les commentaires de plusieurs acteurs de cette collaboration au micro de Frédéric Elion. C'était important de renouveler parce que c'est des projets qui se mènent à long terme et donc ça a lieu dans 6 écoles et surtout aussi avec des élèves qui sont en SECPA, en Ulysse, donc il y a une autre dimension vraiment pédagogique et c'est vraiment, j'allais dire, tout l'ancrage local qui nous importe. Montrer aux élèves la nature, le développement, donc tout petits, dès 5 ans, ils ont les mains dans la terre, évidemment on les accompagne, c'est le but, c'est qu'ils apprennent aussi la patience. Puisque ça ne pousse pas comme ça, et donc on apprend les saisons, on apprend la patience, on apprend à repérer. Donc c'est un très beau travail d'éveil pédagogique. On a multiples ateliers en fait, ça part de l'introduction à l'agriculture, à la reconnaissance des graines, reconnaissance des plants, le cycle des saisons, le compost, les insectes. En fait vraiment c'est dans l'ensemble de l'écosystème qu'on va trouver et apprendre. Et évidemment on a de la mise en place puisqu'on a nos petits potagers qui permettent de voir
la création de ce qu'on met à la base en théorie. Et c'est vraiment fabuleux d'avoir quasiment tous les âges et toutes les spécificités des enfants. Ça fait plus de 7 ans que nous sommes partenaires avec la Fondation du Prince Albert II. Et ça fait, dans ce cadre de ce partenariat, ça fait 5 ans que nous faisons le partenariat avec Jessica autour des ateliers et des potagers pédagogiques. En fait, ça vient de la dématérialisation et de la non-dématérialisation de nos factures clients. C'est-à-dire que les clients qui ne souhaitent pas avoir de facture dématérialisée payent la facture et tout le bénéfice tout est reversé directement à la Fondation et depuis 5 ans, la Fondation finance au travers de ce chèque, c'est-à-dire quand même plus de 60 000 € en 5 ans, les ateliers pour les enfants. L'enseignement, c'est aussi des graines. Donc en fait, on pose des graines métaphoriques et peut-être que plus tard, oui, j'espère que d'abord tous les élèves sont sensibilisés, mais plus tard, il y aura peut-être des vraies vocations aussi dans ce domaine-là. En sport, l'AS Monaco organisait hier un nouvel Open Training au centre de performance de la Turbie, le 2e de la saison, l'occasion comme d'habitude de permettre aux petits et grands d'assister à un entraînement en conditions réelles au plus près des joueurs, suivi de la traditionnelle séance de dédicace, à un moment auquel ont pu participer Gaëtan Lebrun et Thomas Deus. 400 supporters venus des 4 coins de France ont assisté à la session d'Open Training de l'AS Monaco. Au programme, une séance moins intense pour les joueurs qui avaient le sourire après la victoire face à l'Olympique de Marseille. L'occasion idéale pour les Monégasques de partager un moment avec les fans et servir d'exemple aux nouvelles générations. C'est top de voir les enfants et si les parents veulent nous supporter aussi à l'entraînement. Après, c'est toujours bien qu'une grosse victoire comme on l'a fait samedi et tout le monde est heureux. On va essayer de prendre de l'énergie pour les derniers matchs. J'ai plein de souvenirs, j'ai même des photos avec Servette. Donc oui, c'est des moments qui m'ont marqué en étant jeune. Donc c'est avec plaisir que je l'ai fait quand je suis pro. Les vacances scolaires ont su encore une fois faire des heureux. De nombreux jeunes des clubs de foot de la région sont venus crier leur amour pour l'AS Monaco et se forger des souvenirs inoubliables au plus près de leurs idoles. Surtout pour voir les joueurs de Monaco, c'est un peu un rêve de les voir. Ça fait combien de temps que tu es supporter de l'AS Monaco? Moi depuis que j'ai 5 ans et là j'ai 8 ans. Et après quand j'ai vu les joueurs qui étaient forts et tout, je suis devenue supporter de l'AS Monaco. Retour sur les terrains demain pour les joueurs de l'AS Monaco qui auront fort à faire pour préparer la réception de Strasbourg samedi en Ligue 1. À l'approche de la fête de Pâques qui aura lieu dimanche, la fin de la Semaine Sainte, nous allons prendre un peu d'avance dans ce journal et parler de cette sucrerie qui a conquis nos estomacs. Je vous parle bien sûr du chocolat. Pour ça, nous accueillons le chef chocolatier de la Manufacture Ducasse, Quentin-Francis Guigneux. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous pour évoquer ce sujet central de l'actualité en cette période qu'est le chocolat. En général, l'actualité, c'est surtout des problèmes de pouvoir d'achat, d'inflation. Malgré ça, pourquoi est-ce qu'on oublie tout et qu'on continue de craquer pour le chocolat pendant la fête de Pâques? Pourquoi il plaît toujours autant? Tout simplement parce que la fête de Pâques est dans la culture chrétienne, tout simplement. C'est la fin du carême, donc les gens, c'est une période à laquelle ils vont se permettre de se regrouper en famille et déguster du chocolat. Et ça fait toujours du bien de se réconforter quand l'actualité n'est pas très bonne. Oui, donc le chocolat, c'est quelque chose qui réunit tout le monde, et qui réunit aussi tous les moyens, quelque chose d'abordable en fonction qui peut convenir à tous les budgets aussi. C'est ça, en fonction de type de chocolatier chez qui on va acheter notre chocolat, il y en a pour toutes les bourses, tout simplement. Alors hier, c'était la journée mondiale de l'art. Le chocolat est un art, mais pour ça, il faut des équipes et une émulsion de savoir-faire. Quels sont les différents métiers qui composent les ateliers comme la Manufacture Ducasse? Comment ça fonctionne? Tout simplement, nous, on va avoir un directeur artistique qui, lui, va apporter sa patte, sa touche artistique. Et après, nous, on a différents services au sein. Donc, on va avoir aussi bien les couverturiers. Nous, on travaille à partir de fèves de cacao. On va fabriquer nous-mêmes notre chocolat. Après, vous allez avoir des chocolatiers confiseurs pour travailler tout ça, pour donner forme et le goût, existence au goût. Après, vous avez des équipes de marketing, des équipes de préparateurs, des équipes de vente, tout simplement. Dans une manufacture comme la vôtre, on peut compter combien de personnes à peu près qui travaillent ensemble et à cette période particulièrement? Dans une manufacture comme celle de la manufacture d'Alain Ducasse, on est 250. Et alors à quoi ressemble justement une manufacture? Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu ce qu'on peut y voir? Alors la manufacture, dans la définition de manufacture, c'est vraiment que nous, on part du début du produit, donc de la fève jusqu'à la tablette. Voilà. Donc on a plein d'éléments, de la fabrication de la couverture, des cuissons des pralinés, des moulages de Pâques, de la confection des différentes fritures et après on fabrique toute la gamme de Pâques. Donc cette année, on a environ 25 références.
Et après, on fabrique et en fonction des aléas de la vente, tout simplement des magasins. Alors vous dites 25 références, les chocolats justement existent sous de multiples formes, mais il y a toujours un débat qui subsiste aussi autour de la qualité, de la meilleure version pour la santé. Est-ce qu'il y a une bonne façon de manger du chocolat sans culpabiliser ? La meilleure façon de le consommer, c'est de consommer du bon chocolat, mais c'est comme tout, avec modération. Mais le chocolat est une des parties. Plus vous allez prendre un chocolat noir, meilleur il sera pour la santé. Plus vous allez prendre un chocolat lacté, plus il y aura de sucre et de poudre de lait ou d'autres éléments à côté qui seront moins bons pour la santé. Oui, donc je le disais, c'est un art, mais on n'est pas tous faits pour se l'approprier, cet art. Ça reste quand même quelque chose d'assez de niche, non ? Oui, après, tout dépend d'où on se met le curseur. Mais nous, au Chocolat Alain Ducasse, on a vraiment une grosse équipe qui travaille. On essaye de sortir des collections. Bien sûr, on fait comme tout le monde. On peut faire la poule, l'œuf, le lapin de Pâques, mais après, on va se l'approprier, on va se le designer. On va vraiment le faire à notre identité, tout simplement. Alors pour aborder un point de vue un peu moins réjouissant, il faut dire aussi que le secteur du cacao connaît une véritable crise. Selon une récente étude de l'UFC Que Choisir, le prix des chocolats de Pâques a augmenté de 14% en un an. C'est énorme, car il y a bien sûr tous les problèmes autour de la flambée des cours du cacao et des mauvaises récoltes. Comment est-ce que vous vous adaptez à cette évolution ? Nous, on s'est adapté, on a subi comme tout le monde, de plein fouet. Je vous donne un exemple. Si je prends ma consommation de fèves de cacao en 2023 et je la répartis en 2024, la hausse du cacao a augmenté d'1 million d'euros. Mon prix d'achat, on va dire. Nous, la répercussion, on l'a fait tout simplement. Malheureusement, on a dû se séparer de certaines origines de cacao, qui, elles, avaient subi bien plus que 14% de croissance, exactement. Et après, on est comme tout le monde, malheureusement, vu que tout fait que augmenter, on est bien obligé aussi d'augmenter nos prix de vente. Mais on n'a pas répercuté 14% d'augmentation sur nos prix de vente cette année. Alors la manufacture Ducasse, Pâques, ça reste quand même un grand moment de l'année. Quel genre de chocolat est-ce que vous confectionnez ? Quelle est votre marque de fabrique ? Quelles sont les tendances cette année ? Cette année, la marque de fabrique, c'est qu'on fait tout à base de notre propre couverturier qui est fabriqué dans nos laboratoires. Mais cette année, on a mis le thème de la mer en avant. Donc, on a fait un requin de Pâques, on a fait une tablette homard, on a fait des pépites tortues avec une guimauve à l'intérieur et du praliné. Mais après, on a toujours les incontournables. On a toujours l'œuf de Pâques qui est indétrônable, qui est vraiment le symbole de Pâques depuis 400, 500 ans. Quentin Francis Guigneux, chef chocolatier de la manufacture Ducasse. Merci beaucoup d'avoir été notre invité sur Monaco Info pour nous parler des multiples facettes du chocolat à l'approche de la fête de Pâques ce dimanche. Merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Allez, pour refermer ce journal, je vous propose ce soir un nouvel épisode de Ceux qui font Monaco. Nous retrouvons Christine Dapetit-Homel. Aujourd'hui, vous nous plongez dans l'univers de la mode. Oui, et aujourd'hui, je vous propose que l'on se retrouve au cœur de la galerie commerciale Le Métropole, dans le temple du luxe masculin. Nous parlons bien sûr de Society Club. Je l'ai créé en 1987 au Parc Palace, un tout petit magasin, 15 mètres carrés. En 88, j'ai déménagé au Métropole, où on est aujourd'hui sur une surface de 75 mètres carrés. Et après, au fur et à mesure, j'ai agrandi le magasin. On est sur presque 250 mètres carrés aujourd'hui, avec une partie sportswear, plus jeune, plus décontractée, des marques comme Stone Island, Moncler, Golden Goose, des choses comme ça. Et un côté plus casual chic, plus luxury. C'est toujours, tous les saisons, c'est un challenge de trouver de chaque marque quelque chose qui nous correspond et qui correspond aussi également avec les marques à côté et que ça fasse un univers pour l'hiver ou pour l'été. On a une clientèle qui cherche vraiment des petits blousons, polos plus décontractés ou vraiment les baskets, ou un client qui cherche un costume, smoking. On est très large en choix. On fait des smokings, comme je vous ai dit, des bretelles, des chaussettes, des sous-vêtements, jusqu'à des choses un peu plus branchées. On a aussi notre propre collection qu'on fabrique nous-mêmes, des pulls en cachemire, des pulls en cachemire laine, en coton,
sur notre propre griffe qui ont un prix de démarrage très intéressant. Depuis une vingtaine d'années, on a développé de sur-mesure avec des tissus de la maison Scabal, qui est un fabricant de tissus avant tout, une fabrication sur 3 semaines où vous pouvez vraiment choisir la forme de votre costume, tous les détails, la doublure, les boutons. C'est un costume ou des smokings ou le mariage, et c'est un costume qui démarre à partir de 2500 €, qui est très raisonnable pour de sur-mesure. On a un service de retouche sur place, donc on arrive à retoucher les vêtements et le livrer le soir à l'hôtel, le jour même. Donc ça fait partie de un peu l'histoire de Society Club, c'est le service. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les 40 prochaines années ? Écoutez, ça fait presque 40 ans, donc peut-être mon fils pour les prochains 40 ans, ça serait vraiment un rêve pour moi de pouvoir continuer l'aventure pour lui. Vous l'aurez donc compris, chez Society Club, le raffinement est une évidence. C'est l'adresse de référence de la mode masculine à Monaco. Voilà, c'est ainsi que se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, votre météo, hélas, toujours aussi maussade, présentée par Sarah Hinkari. Ensuite, ne manquez pas la capsule des vidéastes du pavillon Monaco à l'exposition universelle d'Osaka, au Japon. C'est un nouveau format que nous vous proposerons désormais, notez bien, tous les mercredis à 19h30 jusqu'à la fin de l'exposition, le 13 octobre prochain. On se quitte sur les images des magnifiques chocolats de Pâques qui ornent les vitrines de la Principauté, signés de notre photographe Stéphane Dana. Excellente soirée sur Monaco Info. À demain. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels. Bonsoir à tous. Quel temps fera-t-il demain? Eh bien, pratiquement le même qu'aujourd'hui. Des précipitations plus ou moins fortes sont attendues tout au long de la journée. Pour ce qui est des températures, toujours 13 degrés pour la minimale et 15 pour la maximale, sachant que le ressenti devrait être un peu plus faible en raison du vent. Aussi, notez que de possibles foyers orageux pourraient se développer, en particulier dans la matinée. Enfin, un coup d'œil sur le calendrier pour vous dire que nous fêterons ce jeudi 17 avril la Saint-Anicée et célébrerons la journée mondiale de l'hémophilie. L'objectif de cette journée est de sensibiliser le public aux réalités de cette maladie peu connue. Belle soirée à tous sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, votre partenaire de confiance en assurance à Monaco. Protection sur mesure pour particuliers et professionnels.